Bonjour et bienvenue sur notre antenne, nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts à l'Assemblée et au Sénat avec Tam Tranui. Et cette semaine, nous recevons Alain Joyandet. Bonjour. Bonjour. Et c'est Tam qui va dresser votre portrait. Bonjour Alain Joyandet. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Saône, parlementaire depuis 2002. Vous avez siégé à l'Assemblée pendant 6 ans avant de rejoindre le gouvernement en 2008 sous Nicolas Sarkozy comme secrétaire d'État à la francophonie. Sénateur depuis 2014, vous avez été renouvelé en septembre dernier lors d'élections qui ont d'ailleurs vu le Sénat conforter son ancrage à droite. Alors pour vous, quel doit être le rôle du Sénat à l'approche de l'élection présidentielle? Est-ce que ça doit être un rôle plus politique pour porter notamment le projet de LR? Juste dans mon portrait, vous avez oublié que j'avais déjà été sénateur en 1995, avant d'être député, Benjamin du Sénat à l'époque. J'ai donc fait Sénat, Assemblée nationale, Sénat. C'est vrai que c'est pas classique. Je crois que nous ne sommes pas nombreux dans la Ve République. Parcours atypique. Le Sénat n'a pas beaucoup changé depuis, c'est pourquoi je reviens sur cette période de 95. Le Sénat doit être avant tout une force de proposition. En ce moment, certes, aussi une opposition, parce que je pense que dans toute démocratie, on a besoin aussi d'une opposition. Une opposition assez forte quand même. Assez forte. Mais l'important, c'est que cette opposition assez forte soit forte aussi dans ses propositions. Je pense qu'on y reviendra dans les différents sujets, mais le Sénat propose. C'est aussi le lieu des libertés publiques ici. Donc c'est très subtil parce qu'on doit être opposant, mais bien expliquer pourquoi on l'est, être force de proposition. Et on a une ligne de conduite qui doit être un fil rouge, c'est celui des libertés publiques. Et à un an de l'élection présidentielle, vous n'allez pas avoir une lecture plus politique des prochains textes, qu'il s'agisse du climat ou du projet de loi séparatisme qui conforte les principes républicains? Si vous observez les votes que j'ai émis depuis maintenant 2014 ici, j'ai toujours essayé, je ne suis pas le seul d'ailleurs, garder une indépendance totale de jugement. Par exemple, dans l'affaire de la pandémie, j'ai fait partie de ceux qui ont voté pour sortir du confinement le 11 mai. J'ai beaucoup accompagné le gouvernement de M. Macron, les gouvernements de M. Macron. Ça ne m'empêche pas d'avoir une opinion très critique sur la gestion de la pandémie. Allez, on va justement voir ce regard sur toute l'actualité de cette semaine. Les sénateurs toujours critiques à l'égard de la gestion de la pandémie par le gouvernement. Ils en ont débattu cette semaine dans l'hémicycle. De son côté, l'Assemblée poursuit l'examen du projet de loi qui conforte les principes de la République. Les députés ont adopté l'article dit Samuel Paty qui punit les auteurs de propos haineux en ligne. L'avenir de l'opération Barkhane en discussion au Sénat. L'opération mobilise plus de 5000 hommes au Sahel alors que les groupes djihadistes continuent de déstabiliser la région. Et on commence cette émission, Alain Joyandet, avec un point sur le front sanitaire. La stratégie du gouvernement était cette semaine sous le feu des questions au Sénat. Au mois de décembre, la commission d'enquête du Sénat a pointé du doigt le fiasco des masques et l'impréparation des autorités. Alors que la France dépasse les 80 000 morts, ils continuent de faire le bilan et sont toujours très critiques. Jérôme Rabier. Le débat réclamé par les sénateurs promettait d'être musclé tant les avis divergent entre les élus de la Chambre haute et le gouvernement sur la gestion de la pandémie. D'emblée, Alain Milon, le président de la commission d'enquête sénatoriale, a pointé l'échec du désormais fameux triptyque tester, tracer, isoler. Sur les 3 pans de la stratégie, la constance, mais aussi les moyens ont fait défaut. Malgré un développement rapide à l'honneur des équipes de recherche, le déploiement des tests a connu un déploiement hésitant et laborieux, le passage au stade industriel se révélant extrêmement complexe. C'est sur l'une des révélations phares du rapport que les échanges se sont envenimés. Le sénateur centriste Vincent Delahaye fustigeant les actions du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, dans la gestion du stock stratégique de masques. Dissimulation, impréparation, manipulation. 3 fautes majeures, aucune responsabilité. Malgré cela, le gouvernement n'a eu de cesse de renouveler sa confiance à la Direction générale de la Santé. Pourquoi, monsieur le ministre? Maintenant que la lumière est faite sur les erreurs commises, quelles conséquences comptez-vous en tirer? Une attaque inacceptable pour le ministre de la Santé. Je ne crois pas être devant une cour de justice à répondre d'accusations au nom de mon directeur général de la Santé. Donc j'ai déjà eu à m'exprimer sur cette question-là. J'ai lu le rapport de commission d'enquête. Les éléments qui figurent dans le rapport ont été envoyés par le directeur général de la Santé lui-même. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer à plusieurs fois qu'il avait toute ma confiance et que je le remercie pour l'action qu'il mène au service de l'intérêt général. Je vous remercie.
À défaut de mettre d'accord gouvernement et sénateurs, ce débat a permis de se remémorer les différentes étapes depuis le début de la pandémie. Plus d'1 an après son apparition, tous espèrent désormais que le pays serait mieux armé en cas de survenance d'un nouveau virus meurtrier. Alain Joyandet, on a entendu les critiques dans l'hémicycle. Est-ce que vous jugez, vous aussi, que la Direction générale de la santé est fautive, qu'elle a commis des fautes qui nous ont amenés à ne pas disposer de suffisamment de masques et qu'il y aurait dû y avoir des sanctions? Moi, je pense que la responsabilité, elle incombe toujours aux politiques. C'est trop facile, vous voulez, de montrer du doigt l'administration. Si l'administration ne va pas bien, il faut la changer. Et après, on peut toujours faire un certain nombre de commentaires. Mais ce qui est vrai, ce qui d'ailleurs me permet de revenir sur un point qui me semble très important, c'est que dans cette affaire de la santé, comme sur un certain nombre de sujets, c'est la technostructure qui a pris le pas sur les politiques et sur les pouvoirs locaux. Et dans cette affaire, la dénonciation qui est faite, un peu violente, de l'administration, au fond, c'est une carence des pouvoirs politiques qui laisse l'administration, la technostructure de l'administration centrale. Le pouvoir politique, le gouvernement, l'exécutif, aujourd'hui ? Vous savez, dans la Ve République, le patron, c'est le président de la République. Il nomme des gouvernements successifs, mais le patron, c'est le président de la République. C'est comme ça, on peut le regretter. C'est un pouvoir assez solitaire. Donc, ou bien, à un moment donné, on se dit qu'il va falloir regarder ce problème de la technostructure, qu'elle soit française ou européenne, sur tous les sujets, parce qu'on pourrait parler de l'agriculture, on pourrait parler de l'intérieur, on pourrait parler de beaucoup de sujets. La technostructure, en France et en Europe, a pris le pas sur les politiques. Et donc, il nous faut, dans les années qui viennent, dans les temps qui viennent, un politique très très fort qui reprenne en main le pouvoir, puisque c'est le peuple qui donne le pouvoir aux politiques. On ne peut pas dire que c'est de la faute de l'administration. Est-ce que, Alain Joyandet, vous comprenez le sentiment du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui dit avoir fait face à un tribunal lors de cette commission d'enquête ? Bon, la commission d'enquête n'a pas été un tribunal. Il y a deux choses. Il y a le constat de ce qui s'est passé pour en tirer des leçons pour l'avenir. Et ça, je pense que personne ne conteste quand même qu'il y a eu un certain nombre de problèmes sur les masques, sur les tests, sur les... Donc, je pense que sur la gestion de la pandémie... Le Sénat est resté dans son rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Bien sûr, et c'est très important que le Sénat, dans son travail, ait pu faire l'état des lieux de ce qui s'est passé. C'est quand même la démocratie. On a absolument besoin de ça. Et il y a une deuxième partie dans les travaux du Sénat qui concerne les propositions que fait le Sénat. Je voudrais y venir, notamment sur la protection des plus faibles. Si on avait protégé beaucoup plus vite les plus faibles, on aurait peut-être été moins obligé de confiner. Il y a aussi la question des pouvoirs locaux. Tout organisé depuis Paris, on voit bien que c'est très compliqué. Tout ce qui a bien marché, c'était ce qui était fait au niveau local. On propose au Sénat de renforcer le pouvoir des ARS dans les départements plutôt qu'en région. Mais bien sûr, l'État a besoin, pas que les pouvoirs locaux, d'ailleurs, sont en responsabilité dans cette affaire, mais l'État a besoin aussi de se déconcentrer. Il faut descendre de la Direction générale de la santé, des ARS régionales, pour entrer dans les départements. Et aujourd'hui, est-ce que, alors que nous sommes encore en pleine pandémie, vous jugez que les leçons de la crise ont été tirées, ou est-ce qu'on continue tout de même à naviguer à vue 1 an après le début de cette crise sanitaire ? Je pense qu'on navigue un peu moins à vue. Mais un peu quand même. Encore un peu quand même, vaccins, mais à la décharge du gouvernement, parce que moi je veux rester très le plus objectif possible, mais en même temps modéré, parce que gérer une crise comme celle-là, c'est pas écrit d'avance. Il y a eu des problèmes avant, notamment la disparition des masques et la non-reconstitution des stocks. C'est quand même ce qui a mis le gouvernement dans la difficulté. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement, au lieu d'avoir la Direction générale de la santé, d'ailleurs, mais au lieu d'avoir dit, hélas, on n'a pas assez de masques, mais il en faut pour se protéger. Le gouvernement a dit, mais les masques, ça ne sert à rien. Et dans un début de gestion de pandémie, après, ça vous colle vraiment une erreur comme celle-là. Vous dites que cette crise, elle est inédite pour tout le monde. Un gouvernement de droite n'aurait pas forcément fait mieux que le gouvernement actuel, que le politique est un peu démuni face à ce type de crise. J'étais membre du gouvernement quand nous avons dû faire face à la crise financière de 2008, qui nous est tombée dessus comme ça, à toute vitesse, sans qu'on s'y attende. J'ai vu les difficultés de gérer une crise. Il faut reconnaître que Nicolas Sarkozy l'a géré particulièrement bien. Tout le monde lui accorde cela. Cette gestion de crise, cette pandémie, ce n'est pas une crise financière, c'est autre chose. Est-ce qu'un autre gouvernement aurait fait mieux ou pas ? Je ne sais pas. Ce qui est clair quand même, c'est que ce gouvernement n'a quand même pas été,
exemplaire dans la gestion de la crise, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, lors de son point hebdomadaire, Olivier Véran a indiqué que le variant anglais représentait entre 20 et 25% des cas, qu'il espère toujours ne pas avoir à reconfiner. Mais est-ce que ça vous paraît aujourd'hui réaliste, alors qu'on entend aussi des voix de médecins qui appellent au contraire à reconfiner vite et fort avant d'avoir cette possible flambée? Alors moi, je soutiens le fait que nous ne reconfinions pas. Oui. Je soutiens le président de la République dans la décision qu'il a prise. Pour une fois, j'allais dire, depuis le début de la pandémie, d'être un petit peu indépendant du pouvoir scientifique, de prendre ses responsabilités. C'est bien comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est bien comme ça, parce que dans cette pandémie, on ne sait pas ce qui se passe dans 15 jours ou dans 3 semaines. Mais le fait de tenir et de gérer ensemble la pandémie sur le plan sanitaire et sur le plan économique et social, on peut espérer. Alors, qu'est-ce que j'espère? Je croise les doigts, mais moi, je ne suis pas scientifique, je suis un politique. Ce que j'espère, c'est que l'on va pouvoir gérer dans les mois qui viennent à la fois un apaisement de la pandémie et une relance de l'économie, ce qui pourrait peut-être nous permettre de tenir jusqu'au printemps, que l'abaissement, en tout cas naturel, de la pandémie au printemps coïncide avec ce non-confinement. Si on réussit ça, on va quand même, comme on dit, essayer de limiter. J'allais dire sauver les meubles. Je n'osais pas le dire, mais vous le dites à ma place. J'espère qu'on va pouvoir sauver les meubles. Allez, on poursuit avec le débat tendu à l'Assemblée sur le projet de loi pour conforter le respect des principes républicains. Et les députés ont notamment adopté l'article 18 du projet de loi, aussi appelé article Samuel Paty. Le texte crée un nouveau délit, celui de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion dans un but malveillant d'informations relatives à la vie privée. Explication et compte rendu de séance avec Thibault Hénoch. L'article 18, c'est l'examen factuel des éléments de l'affaire Samuel Paty. Un nom sur toutes les lèvres. Samuel Paty. L'assassinat de Samuel Paty. L'assassinat de Samuel Paty. Cet article 18 vise à répondre à ce crime. Et un constat partagé par tous les députés. L'assassinat de l'enseignant dont le nom avait été jeté en pâture sur Internet a révélé la nécessité de légiférer sur la haine qui sévit en ligne. L'article 18, il est né avec l'affaire Samuel Paty, mais il règle tellement d'autres situations. On est dans le cadre de ce qu'on appelle le doxing. Des jeunes dont on révèle un certain nombre d'informations, dont on donne l'adresse, le lycée, le collège, et dont on fait vivre un enfer. Tout cela, c'est ce que nous devons changer. L'article 18 crée donc un nouveau délit. Il vise à condamner la diffusion d'informations sur une personne aux fins de lui nuire. Une diffusion qui, si elle fait peser un risque direct sur l'intéressé, sa famille ou ses biens, sera punie de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Une visée saluée sur tous les bancs, mais qui a suscité des inquiétudes sur la question des libertés. Le grand risque de cet article, c'est de porter une atteinte manifeste à l'exercice du droit à l'information et à la liberté d'expression. Évidemment, ce qui peut se poser comme question ici, c'est celle de la flagrance au moment, par exemple, d'une manifestation où il y aurait des captations d'images. Le garde des Sceaux a tenu à rassurer. L'intentionnalité, elle est résumée en quelques mots très simples. Il ne s'agit pas de l'intention d'informer, il s'agit, je le répète, de l'intention de nuire. Les choses sont très claires. Au terme des débats, l'article 18 a été largement adopté. Pour 97 contre 10. Des peines plus lourdes ont aussi été votées si la victime est un élu, un mineur ou une personne chargée d'une mission de service public. Alors cette mesure a été votée à la quasi-unanimité des députés présents en séance ce jour-là. Tire les leçons de ce qui est arrivé à Samuel Paty, qui avait donc été victime de propos haineux pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, c'était une mesure nécessaire à voter? Complètement. C'est une mesure nécessaire. Vous savez, on a allumé la mèche d'un pétard à retardement quand on a ouvert les réseaux sociaux comme ça. Parce que moi, je suis un ancien journaliste, modeste, mais un ancien journaliste. Bon, on remplace ces journalistes par le monsieur ou madame tout le monde. Dans les médias classiques, quand vous disposez d'une information, il y a quand même à un moment donné un travail d'équipe qui dit est-ce qu'on diffuse, est-ce qu'on ne diffuse pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Il y a des filtres. Là, on balance sur les réseaux sociaux un certain nombre de choses, évidemment sans aucune vérification, et parfois, comme l'a dit le garde des Sceaux, avec l'intention de nuire. Un journaliste qui fait un papier, il ne fait pas avec l'intention de nuire, il fait avec l'intention d'informer. S'il se trompe, il rectifie. Et s'il a essayé de nuire, pour le coup, il y a une justice qui se met très très vite en marche, parce qu'il y a un rédacteur en chef, il y a un directeur de publication qui sont devant la justice et qui doivent
répondre. Là, on n'a pas de justiciable, on a des internautes qui peuvent dire n'importe quoi à toute vitesse. Vous le dites, vous êtes un ancien journaliste. Est-ce que cet article, c'est aussi une nouvelle mouture de l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale, qui pour le coup a suscité une véritable levée de boucliers, notamment des journalistes, parce qu'il est contraire à la liberté d'informer. Il y a quand même aussi toutes ces craintes autour de ces mesures. C'est pour ça qu'il faut garder un bon équilibre. Il faut absolument canaliser les excès du grand public. Je suis désolé de le dire, hein, mais même si je suis dans la maison des libertés publiques, la liberté ne permet pas de faire n'importe quoi au nom de la liberté. Vous ne craignez pas les mêmes problèmes avec cet article 18 je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre régler ce problème-là et laisser bien évidemment la liberté aux journalistes. Je pense que les manifestations qui ont eu lieu ont été efficaces, puisque un recul a été opéré sur cet article-là, d'où aussi la liberté de manifester quand on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est une mesure répressive pour vous? Et est-ce que pour vous, vous voyez une cible claire dans ce projet de loi, et notamment dans cette mesure? Est-ce que la cible pour vous, c'est l'islam radical, l'islamisme radical, même si dans le projet de loi, il n'y a pas une seule fois ce mot? Toute la difficulté dans la société dans laquelle nous sommes, quand on parle des sujets, on y viendra aussi des opérations extérieures, des opérations, parce que tout ça pour moi c'est un seul et même sujet, c'est de réussir à trouver la ligne de crête qui nous permette de répondre à cet énorme défi qui est celui des sociétés occidentales, par des textes de loi, par un certain nombre de dispositifs, sans pour autant remettre en cause la liberté de tout le monde. Quand on parle de l'éducation à domicile, peut-être qu'on en parlera, interdire l'éducation à domicile ou la placer sous contrôle pour tout le monde, alors que le problème concerne uniquement l'islamisme radical, ça pose un sujet. Donc la difficulté, c'est ça. Trouver des solutions pour répondre à la guerre que nous devons mener, sans pour autant réduire les libertés publiques de tous les autres qui ne posent pas de problème. C'est comme les amalgames. N'amalgamons pas l'islamisme radical avec tous les musulmans qui désirent vivre en paix. Alors il y a un autre point chaud dans ce texte, Alain Joyandet, l'instruction à domicile. Le gouvernement veut durcir les règles de l'école à la maison. Une passe d'armes a notamment eu lieu à l'Assemblée avec l'opposition de droite qui reproche au ministre de porter un coup de canif justement à la liberté d'instruire. Écoutez ces sons à l'Assemblée. S'agissant des bancs de droite, comment ne pas être surpris par les arguments que j'ai entendus, ce que je viens de rappeler à l'instant, c'est-à-dire faire semblant de ne pas voir que l'instruction en famille a été instrumentalisée par certains secteurs, faire semblant de ne pas voir que c'est notre volonté que d'en finir avec ce phénomène. Alors comment est-ce que toute la journée on vous entend plaider contre l'islamisme radical, supposer que le gouvernement n'en fait pas assez, et le moment où le gouvernement prend ce problème à bras-le-corps, alors là, d'un seul coup, vous faites semblant de ne pas voir la réalité de terrain. Alors qu'est-ce que vous répondez, Alain Joyandet, à Jean-Michel Blanquer, qui vous reproche votre position? Je réponds à Jean-Michel Blanquer que son travail de ministre de l'Éducation nationale, c'est de trouver une mesure qui mette fin à l'enseignement à domicile pour l'islamisme radical, parce que c'est ça le fond du sujet, mais que pour ceux qui veulent faire de l'éducation à domicile et qui ne posent aucun problème, il faut leur laisser la liberté. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on écrit la loi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et si l'opposition monte au créneau, c'est sans doute que le texte n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas une mesure nécessaire pour vous? Elle est nécessaire contre l'islamisme radical. Il a quand même beaucoup reculé par rapport à ce qu'il prévoyait au départ. C'est un régime d'autorisation, mais on sent bien qu'il y aura quand même une certaine ouverture. C'est pas suffisant de la part du gouvernement? Écoutez, comme je ne peux pas répondre par oui et par non à tous les sujets, je me contente de vous dire qu'il faut trouver la bonne solution entre mettre fin à l'enseignement qui conduit à la radicalisation des enfants dans l'islamisme et permettre à ceux qui ont de bons motifs de faire de l'éducation à domicile de pouvoir continuer à le faire. On sent la droite qui défend quand même beaucoup l'instruction à domicile. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont allées dans la rue, notamment des familles catholiques, qui votent à droite, qui revendiquent cette liberté? Je pense pas. Enfin, en ce qui me concerne, je ne veux pas mélanger la politique avec tout ça. On est plus sur une question de liberté individuelle. Il faut que notre société, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Mais bon, quand on est en guerre, parce qu'on est en guerre contre l'islamisme radical, et en toute période de guerre, on a toujours eu, pour gagner la guerre, des moments où notre liberté a été un peu prise en otage, quoi. Donc il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre. Donc pour vous, l'école à la maison, c'est à peu près 60 000 élèves qui sont concernés.
Pour vous, donc, vous dites c'est l'islamisme radical qu'il faut viser. Donc pour vous, ça veut dire qu'on instaure des règles pour une toute petite minorité? C'est ça que vous dites? C'est le risque. C'est le risque d'instaurer, puisqu'on passe d'un régime qui était un régime de déclaration, on déclarait, à un régime d'autorisation. Ça veut dire qu'on est a priori dans une demande qui nous est ensuite accordée ou pas accordée. Donc je ne veux pas condamner le texte de M. Blanquer parce que je sais que le texte est difficile à trouver. Il va encore évoluer, la discussion. Je pense que ça va encore évoluer. Mais bon, c'est là aussi où l'opposition est utile parce que je fais confiance au Parlement et à l'Assemblée nationale pour trouver in fine. Et puis il y aura le Sénat, puis il y aura la navette parlementaire. Et on va bien trouver un texte qui puisse rassembler tout le monde. Alors on va terminer, Alain Jean-Yanda, avec un des sujets que vous connaissez bien, l'opération Barkhane, qui était en débat au Sénat. Alors que la France est engagée au Sahel depuis 8 ans, les sénateurs ont demandé un bilan de l'opération Barkhane, de la stratégie militaire et de la solution politique. Le débat s'est tenu dans un climat très serein. Écoutez le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, puis le président de la Commission de la Défense, Christian Cambon. Parce qu'ils avaient été défaits au Mali, nos adversaires sont passés d'une stratégie d'implantation locale, que je serais tenté d'appeler une stratégie d'occupation territoriale, à une stratégie de déstabilisation régionale. Si bien que la menace terroriste s'est étendue à l'ensemble du Sahel. Et c'est pourquoi, en août 2014, nous avons lancé l'opération Barkhane. Le dénouement de cette crise qui dure depuis 8 ans ne sera certainement pas militaire, nous le savons. La solution ne peut être que politique, et par conséquent, elle est essentiellement du ressort des Maliens eux-mêmes. Alors depuis 2013, plus de 50 soldats français ont été tués au Sahel, Alain Jean-Yanda, entre l'opération Serval et l'opération Barkhane. L'opération mobilise encore plus de 5000 soldats. Est-ce que c'est trop? Est-ce que pour vous, la France doit préparer un retrait progressif? Non, bien au contraire, je pense que ce n'est pas trop, je pense que ce n'est pas assez. Je ne parle pas pour la présence française, mais je dis que globalement, ça n'est pas assez. Je pense que l'Europe, les Nations Unies devraient être beaucoup plus en soutien de tout ce que fait la France, même si la France a des accords de défense avec un certain nombre d'États africains, plus d'une douzaine. On a été seuls sur ce terrain jusqu'ici. Beaucoup trop esselés. Mais comment vous l'expliquez qu'on soit aussi seul? Je l'explique assez facilement, parce que d'abord, il y a ces accords de défense avec la France. Je suis passé au gouvernement pendant quelques années où je m'occupais justement de ces sujets en Afrique. Et je peux vous dire qu'on est là au cœur, dans la bande du Sahel, on est là au cœur de la sécurité d'une grande partie du monde. Il faut que nos concitoyens en aient conscience, parce que souvent j'entends dire « qu'est-ce qu'on fait en Afrique? Pourquoi est-ce qu'on s'en va pas ?» Bon, mais quand on fait du travail là-bas, qui n'est d'ailleurs pas assez valorisé, on voit revenir nos soldats tués, mais on n'a pas les comptes rendus d'action de Barkhane qui sont formidables, parce qu'on ne veut pas trop en dire, on ne veut pas trop en faire, on est aussi dans le secret, on est aussi... Voilà, donc je pense qu'on est là, dans cet endroit. Maintenant, je rappelle que depuis ce qui s'est passé en Libye et en Syrie, il y a eu un transfert très important des islamistes en Afrique. Et dans cette partie de l'Afrique, tout particulièrement, rappelez-vous ce qui s'est passé au Mali. Donc je pense qu'il faudrait qu'effectivement la France soit plus aidée, mais il faudrait que nous soyons plus nombreux pour gagner cette guerre qui ne s'arrêtera pas demain. Et pour l'instant, je ne crois pas, moi, à la solution politique. Alors, vous n'y croyez pas, mais alors justement, est-ce que la résolution de la crise ne passe pas peut-être par un dialogue avec certains groupes terroristes de la région, comme ça a été le cas en Afghanistan? Est-ce que c'est possible? Je pense que ça vient dans un deuxième temps, quand on peut discuter avec des gens raisonnables. Quand on peut discuter avec des gens raisonnables. Et il y en a? Pardon? Il y en a pour vous? Il y en a sans doute, mais il faut les trouver. Pour l'instant, on ne fait pas face à des gens raisonnables. On fait face à des gens qui nous envoient des tirs de mortier, des roquettes et qui tuent nos soldats. Il ne faut quand même pas être naïf. Donc pour l'instant, la réponse reste militaire. Pour l'instant, elle reste militaire. Écoutez, il y a un groupe qui se bat uniquement pour le succès mondial de l'islamisme et du radicalisme. Et d'ailleurs, quand on écoute le commandant de la force française là-bas, M. Conwit, qui dit qu'est-ce qui se passerait si on quittait le secteur africain, qu'est-ce qui se passerait en Europe?
Donc on est à 12 km de l'Afrique par le détroit de Gibraltar. Il faut qu'on comprenne bien que gagner la guerre là-bas contre le radicalisme, c'est la sécurité demain de l'Europe. Et les Européens n'en ont pas assez conscience et ne sont pas assez devant ou à côté, en tout cas, la France. Et pour répondre précisément à votre question, je pense qu'on aura, dans un deuxième temps, sans doute, à trouver des gens raisonnables avec lesquels on peut parler pour faire la paix des braves. Mais pour l'instant, on a en face de nous des terroristes qui veulent nous éliminer. Et donc, si on est naïf et qu'on baisse la garde, je pense que ça sera très difficile pour nous. En attendant, l'armée française est aussi de plus en plus impopulaire sur place, alors qu'on se rappelle qu'elle avait été accueillie comme des héros il y a 8 ans. Pourquoi, pour vous, y a-t-il aussi cette défiance des Maliens que l'on sent de plus en plus? Vous savez, la France, c'est l'ancienne puissance coloniale. Donc c'est un rapport très difficile à gérer avec l'Afrique. J'ai aussi constaté cela lorsque j'étais en charge au gouvernement. Quand on ne s'occupe pas de l'Afrique, on nous dit qu'on les laisse tomber. Et quand on s'en occupe trop, on nous dit qu'on fait de l'ingérence. Donc c'est difficile comme position. Il faut trouver ni ingérence, ni indifférence. Il faut trouver, c'est encore une fois, en politique, c'est souvent comme ça, il faut trouver la ligne de crête. Et on n'est pas aussi impopulaire que ça, évidemment. Les gens qui ne nous aiment pas, qui défilent et qui brûlent les drapeaux, on les voit bien évidemment à la télévision. Les millions de gens qui sont contents que la France et les Européens là-bas forment les armées africaines, donnent beaucoup d'argent pour la coopération, pour développer l'économie et le social. Tout cela, on ne les entend pas assez. Donc je pense qu'un certain nombre disent « Vive la France en Afrique ». Merci Alain Joyandet. Merci Alain Joyandet. Merci à vous. Katia. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo.